Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Nous avons vu dans une précédente chronique la fabuleuse aventure du tube digestif. Quel en tout voyage. cas, quel voyage plutôt qu'aventure. Et dans cette deuxième partie, tu m'avais promis, Anne, de me parler du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire et de la rate. Oh oui, je vais me faire un plaisir de tenir cette Peux-tu promesse. continuer ce petit tour d'horizon de notre système de digestion ? Voilà, donc tu l'as dit, là on aborde vraiment le système digestif parce que le tube digestif, ce sont tous les organes qui composent le tube en lui-même, c'est-à-dire là où circulent les aliments. Par contre, dans le système digestif, on a aussi des organes annexes que les aliments ne traversent pas pendant leurs étapes de digestion, mais qui vont être nécessaires pour bien les digérer. Donc, tu me parlais du pancréas. Le pancréas, il a une fonction dans la digestion, mais il a aussi d'autres fonctions par ailleurs. La fonction digestive du pancréas, c'est ce qu'on appelle sa fonction exocrine. Exocrine parce qu'il va excréter des sucs digestifs qu'il va déverser dans les intestins pour digérer les nutriments qui s'y trouvent. Et la particularité des sucs digestifs du pancréas, c'est qu'ils vont être actifs sur toutes les molécules nutritives. Il y a des sucs spécifiques aux glucides, des sucs spécifiques aux protéines, des sucs spécifiques aux lipides. Après le pancréas, on peut parler du foie et de la vésicule biliaire. Le foie, il produit de la bile, c'est-à-dire que les petites cellules du foie, elles excrètent ce liquide. La bile contient des sels biliaires. Les sels biliaires, ils ont la fonction dans la digestion de permettre une meilleure digestion des graisses. Alors justement, concernant la digestion des graisses, ça va permettre de parler de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un petit sac où la bile primaire, fabriquée par les cellules du foie, vient se collecter, vient se stocker le temps de maturer. La maturation, c'est surtout une concentration de cette bile. Donc la vésicule biliaire va permettre d'évacuer l'eau de la vésicule, de la bile, pour la concentrer. Et quand la bile est concentrée, elle a une meilleure action sur les graisses. Donc pour les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, la bile, elle continue par être sécrétée par les cellules du foie, mais elle arrive beaucoup plus diluée dans le tube digestif et donc c'est pour ça qu'on peut ressentir des difficultés aussi à digérer les aliments gras. Alors, autre fonction de la bile, elle va contenir des substances issues du catabolisme, c'est-à-dire issues de la destruction de certaines substances dans notre corps. Par exemple, elle va contenir de la bilirubine. Alors, la bilirubine, c'est le produit qui subsiste quand l'hème de nos globules rouges va être dégradé. Donc, cette bilirubine, si elle diffuse dans les cellules, elle est toxique pour elle. Dans la bile, on va retrouver aussi des résidus de médicaments, on va retrouver des pesticides, divers polluants, etc. Donc ça permet de les éliminer à travers les selles ensuite. Voilà, on parlait de la fonction émonctoire aussi du côlon la dernière fois. Voilà. Donc le foie participe aux fonctions de détoxification, notamment en excrétant dans la bile ces différents toxiques. Et ça nous amène donc à la rate ensuite. Alors je suis contente que tu parles de la rate parce que ça va permettre de parler d'une subtilité. Du point de vue de la médecine occidentale, la rate n'est pas considérée comme un organe digestif. On a un point de vue anatomique et physiologique, si tu veux, sur la rate en Occident. Donc la rate, c'est un organe lymphoïde, c'est-à-dire qu'elle fait partie du système immunitaire. Elle va stocker les lymphocytes, les monocytes, ces cellules immunitaires. Et quand il y a une infection, elle va les libérer dans le sang pour aller combattre les agents pathogènes. Elle va être chargée de la production aussi de cellules sanguines, au même titre que la moelle osseuse. Elle va être chargée de la maturation des globules rouges. Et puis elle va contribuer aussi à purifier le sang en éliminant des déchets comme les globules rouges dégradés, inutilisables, des plaquettes détériorées, les virus, les débris cellulaires, etc. Par contre, du point de vue de la médecine chinoise, là on a un point de vue énergétique, elle est considérée comme la patronne de la digestion et de l'appétit. Alors, en médecine chinoise, on considère que la rate assure la transformation, le transport et la distribution des nutriments dans l'organisme pour créer le sang et le qi, c'est-à-dire cette énergie vitale pour simplifier l'essence, etc. Bon.
Ah ouais, donc elle a une sacrée fonction. Elle a une fonction beaucoup plus importante, effectivement, que celle qu'on considère. Nous, en médecine occidentale, on considère qu'on peut vivre sans rate et que c'est pas grave, qu'on peut la retirer. Ce qui est pas faux dans un sens, mais ce qui est pas juste dans un autre sens. Il y a une image que j'aime beaucoup d'une praticienne en médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle Michel Dumas, qui dit « Imaginez votre rate comme une gazinière et l'estomac comme une casserole. La rate va chauffer la casserole, cuire les aliments et prendre la partie la plus subtile, c'est-à-dire la vapeur, pour alimenter le corps en énergie. » Voilà, très cher. Nous avons fait le tour de ces différents organes de la digestion. Et donc, dans tout ce voyage, mais de combien de temps dure le transit alors en tout ? Alors, c'est assez variable. On pourrait considérer qu'il dure entre 14 et 20 heures. Donc, entre le moment où on mange et le moment où ce qui n'était pas digeste ressort, voilà, il peut se passer ce laps de temps. Alors, le transit, la durée du transit, elle est accélérée quand on est éveillé, elle est ralentie pendant le sommeil, elle est modulée par les émotions. Par contre, si on cherche des réponses précises, on voit que ça peut être assez variable. On peut considérer que dans l'estomac, les aliments vont séjourner 2 heures, mais ça peut varier en fonction de la nature des aliments. Quand on mange des aliments gras, ça peut durer plus longtemps. On peut considérer que dans le grêle, ça va passer 4 heures. Et on trouve des sources qui disent que ça va rester pendant 40 heures dans le côlon, dans le gros intestin. Ouais. Donc là, tu vois, on a par exemple 46 heures. Bon. Après, il y a d'autres personnes qui considèrent que le séjour un peu plus long dans l'estomac, ce serait 4 heures, dans le grêle 6 à 7 heures, donc c'est à nouveau plus long, et dans le côlon, entre 12 et 14 heures, donc là beaucoup plus court, et là on aurait à peu près 24 heures. Donc en fait c'est variable. Oui, c'est variable. Oui. J'ai malheureusement pas pu trouver une réponse précise par rapport à cette question. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit voyage à travers le système digestif ? Ça m'a l'air plutôt d'être un long et grand voyage. Et un beau voyage aussi, parce que c'est absolument fabuleux. Ces fonctions, il y a tellement de moyens de réparation, il y a tellement de subtilité. Et je trouve que... Il y a un titre de livre, je vais le citer parce que ça me parle tellement, un titre de livre d'anatomie physiologique qui s'appelle « Mon corps au pays des merveilles ». Et je pense que mieux on connaît la beauté de nos organes, leur subtilité, l'ingéniosité qu'il y a, et mieux on a envie d'en prendre soin. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.